Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello! Il y a quelques jours, j'ai fait une formation gratuite, un webinaire sur le thème « Soigne tes traumas sexuels pour avoir des orgasmes puissants de tout le corps sans avoir à te remémorer le passé et sans thérapie ». Ça, c'est la partie 2 de ce webinaire, donc je vous invite à écouter l'épisode précédent si vous voulez entendre la présentation. Et dans cette deuxième partie, je réponds aux questions qui m'ont été posées. Voilà. Et ce webinaire, ça marque l'ouverture de mon programme d'accompagnement Diva le Temple. C'est mon programme de sexualité sacrée et de soins des traumas qui vous accompagne à avoir une magnifique sexualité, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez des traumas ou pas. On est là pour vous aider à vraiment vous éclater dans votre vie sexuelle. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez vécu, vous avez droit à une belle sexualité. Pour vous inscrire au programme, vous trouverez le lien dans les notes. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous dis à tout de suite. Ok, question-réponse. Let's go. Parfait. La première, c'est comment se focaliser sur son plaisir solo. J'avais des orgasmes avant et maintenant j'ai l'impression de ne plus en avoir. Je ne sais même plus ce que c'est si je sais les identifier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y en avait avant et qu'il n'y en a plus maintenant? Relation toxique. Ok, c'est ce qui s'est passé. Logique. Ça m'étonne pas. Donc si tu avais des orgasmes avant, est-ce que c'était dans ta relation toxique que tu avais des orgasmes ou c'était avant ta relation toxique que tu avais des orgasmes? Ok, avant mais au début. Donc oui, c'est très possible en fait ce qui s'est passé. Donc si tu avais des orgasmes avant et que tu as eu une relation toxique après, en fait ce qui se passe dans une relation toxique, c'est que très souvent tes limites sont dépassées. C'est que très souvent tu te sens pas libre d'être toi, tu te sens pas super à l'aise d'être toi. Et donc, du coup, ça fait que tes limites vont être dépassées. Et résultat des courses, tu te sens pas en sécurité, en fait. Et si tu te sens pas en sécurité, tu peux pas avoir d'orgasme parce que l'orgasme demande un certain lâcher-prise et une certaine présence par rapport à où t'en es. Mais voilà, pour moi, si tu avais des orgasmes avant et que tu n'as plus d'orgasme après, c'est très possible que tes limites aient été dépassées et que tu te sens plus en sécurité et que par conséquent, tu aies du mal à être présente avec toi-même. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à me sentir en sécurité dans mes relations amoureuses, à poser les bonnes bases pour ça. Ouais, et donc c'est ça, c'est une question de limite en fait. Et ce que tu peux faire maintenant, c'est apprendre à réparer tes limites. Et c'est une chose qu'on fait beaucoup dans le programme, le fait de poser tes limites au début d'une relation, le fait de réparer tes limites et de savoir maintenant ce à quoi tu dis non, ce à quoi tu dis oui, et pas seulement dans la sexualité, mais aussi dans les relations. Donc ouais, je pense que c'est lié à ça. Je suis beaucoup dans la tête et le contrôle, je suis en train de réparer les limites, mais ça paraît si énorme, gros, long et difficile de s'écouter au millimètre. Merci pour ton retour. Oui, je comprends et en fait, c'est pour ça qu'on fait un travail de résolution des traumas. La réparation de limites, c'est pas que je dis oui et je dis non, c'est que il y a du trauma qui t'empêche de dire non, il faut libérer le trauma. Et une fois que tu as libéré le trauma, c'est beaucoup plus facile de dire oui ou non. Tu vois, donc c'est pas que un processus de je dis oui ou je dis non, c'est que derrière, il y a des choses qui peuvent t'empêcher de dire oui ou non quand tu as envie et quand tu libères ça, ça rend le processus beaucoup moins difficile. Voilà, je voulais juste clarifier ça. Cette question? Si on est vierge et qu'on a tenté une pénétration dans le cadre d'une relation et que ça n'est pas passé, comment mieux se préparer en conscience? Alors, la plupart du temps, quand ça passe pas, quand c'est la première fois, c'est dû à de l'anxiété. Tu vois, il y a cette croyance que c'est censé faire mal, une première pénétration, que c'est censé saigner et tout. C'est pas le cas, parce que l'hymen, la membrane qui est là, c'est une membrane qui est élastique en fait et qui se détend à la pénétration. Et donc très souvent, ce qu'il faut, c'est être plus préparé dans le corps.
Et donc, ça veut dire détendre le corps, masser le corps. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut relaxer de l'extérieur vers l'intérieur. Vraiment avoir ce truc où tout ton corps est pris en compte. Et donc, tu masses de l'extérieur vers l'intérieur. Tu peux faire un massage de la vulve. Tu peux faire vraiment ce qu'il faut pour éveiller le corps et t'attarder sur la zone de la vulve et de l'entrée du vagin. Et la pénétration ne doit avoir lieu que quand c'est un oui franc du corps. Et donc, limite, ton corps veut aspirer la pénétration. Et comme ça, là, tu auras beaucoup moins de douleur, beaucoup moins de difficultés. Ok, autre question? Comment lâcher prise et éviter de trop réfléchir pendant le sexe? C'est très vaste comme question, mais très souvent, quand on lâche pas prise pendant le sexe, c'est qu'on se sent pas vraiment en sécurité. Donc, il peut y avoir du trauma, mais il peut y avoir le fait d'être aussi déconnecté à tes sensations corporelles. Et donc, du coup, est-ce que tu as moyen de respirer, te connecter à tes sensations, étendre cette carte du corps dont on parle? Ça, c'est une chose qu'on fait aussi beaucoup dans le programme, en fait. Le fait d'être plus connecté à tes sensations corporelles et le fait de libérer tout trauma qui peut t'empêcher de te sentir en sécurité. C'est les deux choses sur lesquelles je me serais focalisée. Et donc, ressentir les sensations, respirer, être vraiment, essayer d'être dans le corps dans l'instant présent et libérer toute tension, tout trauma qui t'empêche de faire ça. Voilà. C'est pas une question, mais je pense que tu peux y répondre de manière intéressante. Du coup, j'avais envie de te le dire. Le blocage peut venir aussi d'un manque d'amour entre les deux partenaires. Oui, en fait, si tu n'as pas le bon partenaire, tu te sens pas en sécurité et donc tu peux ne pas prendre de plaisir. Tu vois, alors ça dépend si l'amour c'est ta valeur ou pas pour prendre du plaisir. Tu vois, parce que des fois l'amour c'est pas forcément la valeur principale qu'on a pour prendre du plaisir. Des fois t'as pas besoin d'être amoureux pour prendre du plaisir, mais ça va être que tu vois, t'as besoin d'un certain respect. De toute façon, je pense qu'à la base on a au moins besoin d'un certain respect, d'une écoute, de bienveillance. Et en fait, si tu te sens pas en sécurité avec la personne avec qui tu fais l'amour, ton corps il va dire non. C'est une limite en fait. Tu vois, c'est une limite. C'est non en fait cette personne c'est pas la bonne personne avec qui je veux pas partager ma sexualité. Et quand on va faire le travail avec le plaisir solo, comme par exemple on fait dans les 8 portes, eh ben tu vas voir qu'en fait, tu vas tellement être proche de toi et tellement t'aimer toi que tu vas pas accepter en fait de faire l'amour avec quelqu'un avec qui tu te sens pas à l'aise. Que ce soit l'amour, la valeur, que ce soit autre chose, tu vois. Comment dire non et dépasser la peur de ne pas être comprise? T'as pas besoin d'être comprise pour dire non. Tu vois, tu peux dire non et on te comprend pas et c'est pas grave, tu vois. C'est surtout ça qu'il faut dépasser. Et en fait, c'est surtout l'acceptation que je peux ne pas être comprise dans mon non et c'est ok. Parce que je pense que parfois on essaie trop de vouloir être comprise quand on dit non. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On essaie de justifier notre non, on essaie que la personne elle soit à l'aise avec notre non. Et ça, c'est plutôt une réaction d'apaisement. C'est pas une réaction régulée du système nerveux. Si tu me fais du mal et que je te dis non, arrête de me faire du mal, j'ai pas besoin que tu comprennes pourquoi tu dois arrêter. Il faut juste que tu arrêtes. Tu vois. Et donc déjà, je pense que le plus important, c'est lâcher cette nécessité d'être compris. Et très souvent, c'est une réaction traumatique. Et ça, c'est un trauma collectif que la plupart des femmes ont, celui d'avoir du mal à dire non et d'avoir du mal à s'affirmer parce qu'on a peur de la réaction de l'autre personne. Alors des fois, c'est légitime, on peut avoir peur que la personne réagisse mal et nous fasse encore plus mal, auquel cas ça fait sens de vouloir apaiser. Mais des fois, en fait, c'est juste accepter que peu importe comment je suis perçue ou je suis vue, je suis importante, mes besoins sont importants et ils méritent d'être remplis. Ça, c'est les affirmations du premier archétype. Et donc, si tu te dis je suis importante, mes besoins sont importants, ils méritent d'être remplis, alors la question d'être compris ne compte pas. Je m'en fous que tu me comprennes ou pas. J'ai juste dit non. Donc arrête, c'est tout. Et si tu n'arrêtes pas, je sors de la situation. Voilà. Mais est-ce que du coup, on peut passer de ne pas se sentir en sécurité avec la personne à OK, en fait, je suis en sécurité, car tout est OK à côté de ça. Ou alors, c'est le corps qui dit non, ce sera pas cette personne pour toujours, no way. Ça dépend, tu sauras que si tu soignes ton trauma. Tu vois, par exemple, si tu prends le cas de Jade, Jade, dans sa relation avec son mari, bah, tout allait bien, sauf qu'elle voulait lui donner des coups de pied dans sa sexualité. Enfin, elle, les jambes qui tremblaient, elle voulait qu'il quitte la pièce et tout. Et donc, du coup, si tu fais le travail de soigner tes traumas et que tu réalises qu'en fait, ce n'était pas lié à la personne, mais que c'était une réaction traumatique, bah voilà. Donc oui, tu peux de nouveau te sentir en sécurité avec la personne. Mais je pense que vous savez, hein, vous êtes intelligente, hein, vous savez si la personne avec qui vous êtes en couple, c'est une bonne personne ou pas. Hein. Faites pas genre. Voilà. Vous savez si vous sentez bien avec cette personne, si elle vous écoute, si elle prend soin de vous, si elle vous honore et si elle vous respecte, vous le savez. Hein. Jade savait qu'elle voulait pas quitter son mari. Elle savait très bien que c'était pas lui le problème, qu'il y avait autre chose. Et puis, des fois, il peut y avoir du doute par rapport à la personne avec qui on est. On se dit, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et c'est en fait en commençant le travail ensemble qu'on réalise que non, il y avait autre chose qui se passait et qu'on peut l'apaiser. Mais j'ai pas envie que non plus vous vous disiez, vous preniez une relation qui est pas bonne et qui est toxique en vous disant je vais travailler sur mes traumas et ma relation va bien se passer. Non.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance. Si la personne, c'est la bonne personne pour vous, en général, c'est quelqu'un qui va soutenir votre soin et votre plaisir. Et vous verrez que quand vous vous soignez, vous allez aller dans le sens d'aller mieux. On poursuit. Et dans le cas de l'excision, peut-on parler de trauma et est-ce que ça se guérit finalement? Oui, l'excision, c'est carrément un trauma, bien sûr. En fait, juste pour expliquer, l'excision, c'est une mutilation. Souvent, c'est les lèvres extérieures, voire le clitoris, qu'on va enlever c'est dans un processus qui s'apparente à la torture, à mon sens. Et en fait, dans un cas d'excision, c'est du trauma, bien sûr, qui va être souvent du trauma complexe. D'une, il y a de la violence. Donc, tu vas avoir la violence physique et donc une menace qui est bien réelle et traumatisante. De deux, tu as le fait que très souvent, ça va arriver avec des personnes qui, normalement, sont censées te faire te sentir en sécurité. Comme ça arrive en général jeune, ça va être des personnes qui sont censées te protéger, qui vont mener cette excision et qui, du coup, vont mutiler ton corps. Et donc, du coup, ça crée une deuxième couche. Et ensuite, il y a une rhétorique autour sur le fait que tu n'as pas droit au plaisir. Et donc, en plus de la mutilation physique, tu vas avoir aussi certaines croyances et certains traumas qui sont liés à ça, qui sont sur le fait que tu n'as pas droit au plaisir. Et du coup, comment on va retrouver du plaisir après une excision? Et donc, ce qui va se passer, c'est que comme on a enlevé malheureusement les lèvres externes et le clitoris, on va avoir peu de plaisir en externe. Par contre, tu peux avoir énormément de plaisir en interne parce que le clitoris, il fait 15 centimètres et donc du coup, c'est possible qu'il y ait une partie qui soit encore présente. D'ailleurs, il y a de la reconstruction de clitoris qui a lieu, donc c'est possible qu'il y ait une partie encore présente. Tu peux avoir du plaisir vaginal, soit même avec le point G qui a à peu près 1,5 cm de l'entrée. Tu peux avoir du plaisir cervical, le cervix c'est au fond du vagin. Tu peux avoir du plaisir anal si tu veux. Tu peux avoir plein d'autres formes de plaisir. Et je pense qu'il y a deux choses à regarder en fait. Il y a soigner le trauma qui est lié à la violence et la douleur et le fait que ça se soit arrivé et le deuil et l'acceptation. Enfin voilà, il y a ce processus-là qui se fait en interne. Et ensuite, c'est explorer tous les autres endroits où tu as du plaisir et voilà, où tu peux avoir accès à ton plaisir et qu'on t'a pas enlevé. Donc c'est vraiment deux choses qui sont exactement ce qu'on fait dans le programme en fait. Soigner le trauma qui est là, soigner la douleur qui est là et accéder au plaisir auquel on a accès. Parce que ton corps est fait pour le plaisir de la tête aux pieds. Même quand on est tétraplégique, on peut avoir des orgasmes des oreilles. En fait, c'est une question de développer des connexions neuronales et augmenter l'intensité. Donc, ouais. Voilà, donc oui, c'est traumatisant, je pense, pour toute personne qui le vit, mais ça aussi, tu peux arriver à un endroit où tu as du plaisir quand même. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et pour la personne qui l'a partagé, je suis vraiment désolée si ça t'est arrivé. J'y pensais la semaine dernière. Je sais pas pourquoi cette pensée m'est venue, et je veux juste te dire que je suis vraiment désolée que ce soit arrivé et que tu as quand même accès au plaisir, tu mérites le plaisir. Et voilà, merci pour ta question. Est-il possible de s'accorder quelques minutes aux pratiques solo? Bien sûr, tu fais 1 minute, c'est déjà bien. Il y a une pratique que je donne à mes clientes, c'est de connexion à sa vulve. Et c'est genre, littéralement dans la douche, tu te places une main sur ta vulve et tu respires pendant 10 secondes et au moins tu es connecté. Donc oui, nous on n'est pas, comme je disais, c'est pas l'école, donc il n'y a pas je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il y a vraiment l'idée que comme ton corps est fait pour le plaisir, il n'y a pas besoin de grand chose pour le débloquer. C'est juste que voilà, on va avoir parfois une pratique qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et ça va avoir un effet de ouf sur tout le corps. C'est plutôt la façon dont on va le faire qui va changer les choses. Donc oui, carrément, 1 minute, 30 secondes, oui. Alors, comment faire si on a des tas d'imagination sexuelle? Vous voulez le faire, vous vous sentez chaud lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, mais au moment de vous approcher, vous ne ressentez plus rien. C'est parce qu'il y a une distinction entre le fantasme et la réalité. Tu vois, des fois, on a des fantasmes, mais on veut pas forcément les réaliser. On n'a pas forcément envie que ces fantasmes soient réalisés. Du coup, c'est parce que c'est deux choses différentes en fait. Tu as le oh j'adorerais faire ça, et tu as la réalité du truc. Et en fait, dans la réalité du truc, il y a beaucoup de choses à négocier sur tes besoins et tes limites que t'as pas à négocier dans tes fantasmes. Tu vois, dans tes fantasmes, voilà, tu rêves, tu réfléchis, tu te projettes, tu fais des choses qui sont peut-être même des choses que tu ne ferais jamais dans la vraie vie ou qui sont même pas logistiquement possibles. Mais après, quand tu es sur le point d'aller le faire, en fait, il y a des choses à négocier sur tes besoins et tes limites, et c'est pour ça que ça peut être plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, c'est ça le pont entre les deux. C'est OK, j'ai ces pensées, j'ai ces fantasmes. Comment je négocie mes besoins et mes limites de façon à ce que ça puisse avoir lieu, quoi. Donc voilà, ça c'est nos deux premiers archétypes. On poursuit? Yes, je me sens plus à l'aise et sécurisée en explorant ma sexualité avec mon partenaire que seule. Le plaisir solo fait surtout remonter des angoisses ou m'agace. Pas facile d'avoir envie de tenter ce genre de pratique du coup, des idées pour commencer.
Oui, c'est normal. Bah, c'est pour ça, parce que, en fait, c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce que c'est beaucoup plus facile, quelque part, de déléguer son plaisir à quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre, tu penses beaucoup moins à toi. Dans le sens très logique, c'est-à-dire que tu penses à la connexion aux deux, tu penses au plaisir de l'autre pense à ton plaisir à toi. Par exemple, ça arrive très souvent que toi, tu vas jamais avoir regardé ta vulve ou ton sexe, mais l'autre l'aura vu. Et donc, très souvent, c'est beaucoup plus confortable c'est comme si tu déléguais ça à quelqu'un d'autre en fait. Et donc le fait de reprendre le pouvoir sur ton plaisir, ça va être encore plus important si tu sens que c'est insécurisant. Et donc la première étape que j'aurais faite, c'est juste de passer du temps avec toi-même et j'aurais pas forcément été directement dans la sexualité. Tu peux commencer par juste caresser ton corps, voilà, des pieds à la tête, voir comment tu peux juste être en connexion avec ton corps, sentir ses sensations. Et ce que j'expliquais qu'on fait dans le programme, c'est que toute pratique qu'on va faire, déjà on fait des pratiques de plaisir non sexuel, ça va toujours être intéressant de regarder qu'est-ce qui remonte pour le transformer. Et donc tu fais les pratiques et quand on va faire les pratiques, on va voir qu'est-ce qui remonte. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Ok. Est-ce que ça c'est lié à un cycle du stress qui n'est pas complété? Est-ce que c'est lié à quelque chose qui doit s'apaiser? Et voilà, et tu vas bosser sur ça, quoi. Donc c'est comme ça en fait. Mais j'aurais commencé par du plaisir non sexuel et au fur et à mesure, j'aurais vu qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui veut remonter et comment je transforme les choses différemment. La sexualité me paraît être un nouveau langage que je ne maîtrise pas. Par quoi commencer? Est-ce que on commence par les pratiques solo? Non, j'aurais pas commencé par les pratiques solo. J'aurais commencé dans l'ordre que je t'ai dit. Première étape, coopérer avec le corps. C'est la première étape. Avant de vouloir faire des pratiques plaisir, si la sexualité c'est un nouveau langage et que tu connais pas, en fait, c'est pas le langage de la sexualité qui t'intéresse, c'est le langage de ton corps. Et ton corps est fait pour le plaisir, il est fait pour la sexualité. Et donc, du coup, si tu te sens complètement déconnecté de ta sexualité, il y a deux choses que j'aurais faites. La première, c'est je me reconnecte à mon corps et à ses sensations. Quand tu manges quelque chose, quand tu te balades, quand tu passe du temps avec quelqu'un, est-ce que tu arrives à sentir tes sensations corporelles? J'aurais commencé par ça. Et toutes mes clientes qui, par exemple, sont très déconnectées de leur sexualité, genre vraiment, on n'arrive pas à se toucher, parce que j'ai des clientes qui ne peuvent pas se toucher, pour qui se toucher, c'est trop déclencheur, eh ben, on va se connecter au corps, mais au global. Et la deuxième chose, c'est qu'on va se connecter au corps, mais de l'extérieur vers l'intérieur toujours. Donc, je disais tout à l'heure que quand tu te donnes du plaisir, tu commences par l'extérieur, tu vas vers l'intérieur. Mais en fait, on peut aller à l'extérieur encore plus loin et voir l'environnement. Comment mon environnement peut me donner du plaisir. Et donc, ça peut être comment, quand je me balade, j'ai du plaisir. Comment je passe du temps avec des gens, j'ai du plaisir. Comment, quand je lis un bouquin, j'ai du plaisir. Et après, tu te rapproches du corps. Quand je mange quelque chose, quand je sens quelque chose, quand je me touche, j'ai du plaisir. Et en fait, j'aurais vraiment fait ça avant d'aller faire des pratiques solo. Et ça, c'est une chose que j'enseigne à mes clientes aussi. Si on est coupé du plaisir sexuel, on va d'abord faire du plaisir non sexuel. Comment soigner ces traumas liés à la sexualité quand on est en couple et faire de son conjoint son allié? Oui, mais en fait, la plupart du temps, l'idéal, c'est de lui en parler, tu vois, de lui dire, OK, je sens que ça, c'est ce que font mes clientes aussi, c'est qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui peut-être se passe et qu'elles ont besoin de leur soutien. Le plus important comme soutien dont elles auront besoin, c'est qu'ils entendent le oui et le non. Ça va être ça, en fait. C'est pendant quelque temps, j'ai besoin que mes limites soient respectées, que mon oui soit respecté, que mon non soit respecté, puisque c'est une grosse partie du travail, réparer les limites. Du coup, on va vraiment lui demander d'être présent pour nous avec le processus qu'on vit. Et la deuxième chose, je pense, la deuxième demande importante, c'est qu'il prenne soin de lui. C'est qu'il nous demande pas de prendre soin de lui en plus dans ce process. Et donc, idéalement, ce serait que lui il fasse une thérapie ou qu'il se fasse suivre par ailleurs, ou qu'en tout cas, il processe ses émotions. Pour moi, c'est ça. Donc, si toi, tu es en train de soigner tes traumas pour avoir une meilleure sexualité, pour évoluer dans ta sexualité, il faut que le process, il puisse être de toi à toi, sans que tu aies tout le temps à composer avec ses besoins à lui. Bien sûr, tu peux composer un peu, vous êtes en couple, mais tu vois que quand même, tu aies l'espace de faire ton process, qu'il entende le oui, qu'il entende le non, et idéalement, qu'il gère ses émotions, qu'il ait de quoi gérer ses émotions de son côté, que tu fasses pas la psy pour lui en même temps. Ça fait sens ou pas? Je sais pas si t'es clair. C'est ce que je vois qui fonctionne le mieux en fait avec mes clientes, c'est quand leurs partenaires font leur process de leur côté aussi, et que pendant qu'elles sont en train de soigner leur trauma, elles sont pas en train de gérer ses émotions à lui. Par exemple, je lui ai dit non, il boude. Enfin, on n'est pas sur ça. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Voilà. D'autres questions? Quid des traumas transgénérationnels? Peut-on libérer notre corps de cette mémoire traumatique transmise par la mère, grand-mère, etc.?
Ouais, par exemple, Jade, c'était du transgénérationnel. Je l'ai pas dit, mais c'était sa grand-mère. Sa grand-mère avait connu une agression sexuelle, on lui avait raconté, et donc du coup, c'était resté dans son corps. Et donc l'agresseur qu'elle a tapé, c'était celui de sa grand-mère. Donc oui, carrément. De toute façon, le trauma peut venir de diverses sources. Ça peut venir de ta vie à toi, de choses que tu as vécues. Ça peut venir de transgénérationnel, très souvent par la mémoire familiale. Donc ta mère, ta grand-mère, même sur la lignée paternelle. Enfin, il y a des choses qui se sont transmises. Ça peut être du trauma collectif, le trauma du patriarcat, le trauma du racisme, le colonialisme en général. Tout ça peut avoir un impact sur le corps. Et donc, nous, on soigne tous les traumas. Tout ce qui soit individuel, qui soit collectif, qui soit ancestraux, qui soit transgénérationnel. Avec certaines de mes clientes, on soigne le trauma de l'esclavage qu'elles ont encore dans le corps, qui est un trauma ancestral et transgénérationnel. Donc oui, tout ça, c'est pareil. Alors, j'ai une petite question également. Comment faire quand on est traumatisé, mais du plaisir solo du partenaire? Ça veut dire quoi? Si tu peux clarifier. J'ai eu un partenaire qui se masturbait tous les jours avec du porno et je lui ai fait part du fait que ça me dérangeait. Il a fait la sourde oreille pendant longtemps. On n'est plus ensemble aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est lié à ce que je disais. Est-ce que je suis importante? Est-ce que j'ai de la valeur? Et il y a aussi des limites. C'est-à-dire que quelque part, tu t'es pas senti entendu. En fait, c'est pas vraiment le porno la question et c'est pas vraiment la masturbation la question. Il pourrait se masturber tous les jours, mais si tu avais peut-être pu discuter avec lui, si il t'avait entendu, s'il t'avait compris, alors peut-être que tu te serais senti mieux. Mon partenaire actuel est top, mais j'ai peur qu'il le fasse et j'évite toute situation où il pourrait être seul. Mhm. Ça veut dire quoi sur toi si ton partenaire se masturbe? Qu'est-ce que tu le fais signifier sur ta personne et sur toi? Comment tu interprètes ça? Je me sens inutile. Ok, donc je pense que c'est ça. Donc il y a un trauma qui est lié à la valeur que tu t'accordes et au fait que tu es importante. Et donc ça, oui, il peut y avoir du trauma. C'est le premier archétype, graine d'âme, et c'est lié aux besoins. Et donc du coup, en gros, il y a vraiment l'idée que tu n'es pas importante, que tu ne comptes pas. Et ça, c'est à soigner, ouais. Et c'est du trauma, effectivement. Mm. C'est ça qui crée aussi une certaine dépendance affective. Là, c'est pas ton cas, c'est pas vraiment de la dépendance affective, mais il y a une crainte que ta relation n'ait plus lieu d'être. Et c'est possible que ce soit lié à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cette situation. Tu vois, en général, ça, c'est lié à des choses qui sont plutôt dans l'enfance. Donc, je sais pas si c'est familier pour toi, mais en général, quand on se dit je suis pas importante, je compte pas, je suis inutile, ça va parfois chercher des choses qui ont été vraies dans l'enfance. Ok. D'autres questions? Alors, petite question sur la communauté du temple. La communauté est sur une plateforme aussi. Est-ce que c'est un petit comité où il y a beaucoup de personnes? Combien il y a de personnes dans la communauté? C'est trop intéressant quand on me pose cette question parce que je sais ce que vous voulez demander. Vous voulez demander est-ce que je vais devoir parler de ma vie à des centaines de personnes et tout. Et en fait, votre vraie question, c'est pas la taille du groupe. Votre vraie question, c'est est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que ce sera discret? Ou est-ce que je vais devoir raconter ma vie à tout le monde? Vrai ou faux? Je sais, hein. Et en fait, la taille du groupe, je suis incapable de vous dire parce que ça fluctue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'intimité, c'est une de nos valeurs et on la cultive peu importe la taille du groupe. C'est-à-dire que les règles du groupe font que, qu'on soit 10 ou 20, ou j'ai souri, c'est vrai. Non, mais je vous connais par cœur. Qu'on soit 10, 20, 50 ou 2000, on n'est pas 2000, hein. Il y a une centaine de personnes, 150 personnes inscrites au programme. Mais j'ai pas envie que quand il y ait 1000 personnes dans le programme, vous disiez, oh, mais Olivia, elle a dit qu'on était 100 et tout. Parce que moi, je veux qu'ils grossissent. Donc, je vais pas vous faire genre. Euh, mais en fait, je vais essayer de vous expliquer du mieux possible. En fait, moi, je suis quelqu'un de très cadré, donc il y a des très bonnes règles dans le groupe. Et ça fait que, même si on était nombreuses, on l'est pas, hein. Je pense qu'à tout moment, il y a peut-être 10 ou 20 personnes qui sont actives sur le groupe, parce qu'en fait, comme le groupe est tout le temps ouvert, les gens viennent, les gens vont. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, ça va être toujours les mêmes 10 ou 15 qui partagent, et puis après, il y en a qui disparaissent. Je leur fais des petits mots sur Insta pour savoir si elles vont bien, etc. Donc, comme les gens vont et viennent, à tout moment, il n'y a pas genre 20 000 personnes qui parlent, tu vois. Ah oui, je vois le message actuellement. Je suis dans une communauté de 100 personnes dans un programme. La communauté est sur WhatsApp et toutes les notifications, ça m'oppresse. C'est pas conçu comme ça. Je vous explique bien. On est sur Slack et Slack, c'est une plateforme de communication, mais qui est très rangée. Et donc, tu vois, tu vas avoir des thèmes et en fait, tu vas poser ton message et ça crée une conversation et la conversation, elle s'ouvre dans une autre conversation. Donc, par exemple, Emeline va écrire son message dans coaching. Elle va dire, Livia, il s'est passé telle chose, j'ai besoin d'aide. Et donc, du coup, moi, je vais y aller et je vais coacher Emeline dans sa conversation. Mais ça apparaît pas sur le flux principal, tu vois. Et donc, en fait, tu n'as pas les notifications de la conversation d'Emeline. Et la façon dont la plateforme est conçue, ça fait qu'on peut avoir des conversations très intimes, mais il y a pas 20 000. C'est pas du tout comme WhatsApp, en fait.
Et donc non, c'est conçu d'une façon où c'est pas du tout oppressant en fait. Même des fois quand il y a beaucoup de messages, en fait, franchement ça va. Et je suis la seule qui les voit tous en plus. Tu vois que les messages en général sur lesquels tu as participé. Donc voilà, je sais pas si ça répond à vos questions, mais si la crainte c'est de parler à beaucoup de gens d'intimité, la vérité c'est que si vous avez une problématique, c'est très probable que quelqu'un d'autre du groupe ait la même. Ça me fait à chaque fois sourire quand les gens me disent oui, mais j'ai un peu peur de parler sexualité. La vérité c'est que tu es dans un programme sur la sexualité, peu importe ta situation, elle existe dans le groupe déjà. Tu vois, c'est la première chose. Et ensuite, sur la quantité des échanges, le groupe est conçu d'une façon où c'est pas oppressant. Enfin, je trouve pas. Je sais pas si j'ai une de mes clients dans le groupe, mais je trouve pas. Il y a Servan qui dit par rapport au programme, je suis dans le programme et vraiment tu y vas quand tu veux, ce n'est pas oppressant du tout. C'est un réel choix d'y aller, de partager ou non, de lire les autres ou non. Généralement, quand tu as envie d'y aller, tu vois d'autres messages qui font écho à ce que tu vis et c'est libérateur. Merci Servan d'avoir partagé, c'est cool. Merci d'avoir eu ton point de vue. Si les deux partenaires dans le couple ont des traumas liés à la sexualité, les deux doivent-ils entamer un travail de soin ou le travail de l'un peut impacter la sexualité du couple? Les deux sont vrais. C'est-à-dire que moi, si moi j'ai des troubles en sexualité et que mon partenaire aussi, l'idéal c'est qu'on fasse tous les deux le travail. Mais mon travail va impacter son travail. Mais par contre, je vais jamais résoudre tous ces traumas via les miens. Tu vois, il y a une limite en fait. Il y a une limite. Et donc du coup, idéalement, les deux doivent faire leur travail. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas apaiser des choses de ton côté. Mais ton processus ira beaucoup plus rapidement que peut-être lui, je dis lui si c'est un mec, s'il ne se fait pas accompagner. Tu vois, et donc vous serez peut-être en décalage. Mais par contre, il y a des choses qui vont forcément impacter. Par exemple, si tu répares tes limites, tu vas commencer à les poser. Ça peut déclencher un peu l'autre, mais ça peut aussi l'aider à mieux poser ses limites. Tu vois, ça peut avoir un impact vraiment positif. Mais idéalement, c'est mieux que vous fassiez tous les deux le travail, en fait. Mm. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, les deux, oui. Mais idéalement, si vous êtes tous les deux à avoir des traumas, c'est mieux si l'autre aussi fait un travail de résolution. Dans le programme, est-ce qu'il y a une partie liée à la communication avec le partenaire? Alors nous, on va pas donner de script en mode dis ça, dis ça, dis ça, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on fait. Par contre, quand tu travailles avec les archétypes, tu vas ancrer dans ton corps des choses qui font que la communication est plus fluide. Surtout avec les deux premiers, les besoins et les limites, comme ça va se soigner au niveau du corps, il y a plein de choses qui te semblaient impossibles à dire ou impossibles à faire avant, qui deviennent hyper faciles à faire après, puisque maintenant tes besoins sont clairs dans le corps, tes limites sont posées. Et en fait, la communication sera beaucoup plus fluide sans que tu aies à mettre en place des techniques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme on travaille en profondeur, on travaille pas avec des tactiques, on travaille pas en disant, OK, tu vas dire ci, tu vas faire ça, tu vas faire comme ci. On va soigner des choses qui sont très profondes. Et donc, du coup, ça fait que ta communication, elle se fluidifie, mais sans que tu aies à faire d'efforts. Tu vas juste dire la vérité, en fait. Et donc, du coup, moi, je vais pas vous dire, dis ça, dis ça, dis ça. Et en fait, on a fait une interview sur le podcast avec Marion, et Marion expliquait, justement qu'en fait, avant, elle avait beaucoup de mal à poser ses limites et elle se sentait très coupable. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu ressens cette culpabilité maintenant? Elle dit, ah, en fait, non. Et je fais, comment tu fais? Elle me dit, bah, je dis juste non. C'est trop marrant. Avant, elle négociait beaucoup ses limites et tout. Elle dit, maintenant, dis juste, j'ai pas envie. Et puis voilà, c'est réglé. Et donc, du coup, ça aide énormément. L'autre chose aussi, c'est que dans du trauma à la joie, tu apprends tellement de choses sur le système nerveux que tu commences à parler en prenant en compte, en fait, beaucoup mieux, je sais pas, ça développe beaucoup d'empathie pour l'autre. Tu comprends, en fait, quand, ce qu'il active pas, quand il est régulé, dérégulé. Donc, je trouve que ça permet d'avoir des communications qui sont beaucoup plus bienveillantes parce que tu comprends mieux comment le corps de l'autre aussi fonctionne. Donc pour te répondre, moi je vais pas te scripter en te disant fais ci, fais ça, parce qu'en fait ça dépend trop de chaque personne. Mais par contre, il y a des choses qui vont se soigner en profondeur, qui vont rendre la communication beaucoup plus fluide. Ce qui empêchait ta communication, les peurs, les craintes que tu avais, la difficulté à trouver les mots et tout, ça va s'en aller parce qu'à l'intérieur ce sera plus fluide. J'espère que c'est clair. Est-ce que tout ce que tu as présenté, c'est ce qu'on appelle le tantra? Le tantra fait partie du programme. J'ai été formée en tantra, donc du coup il y a une inspiration tantra dans le programme, mais là c'est bien au-delà. C'est-à-dire que si tu prends les trois composantes, il y a la sexualité sacrée. Dans les 8 portes, c'est du tantra, on pourrait dire. C'est un mélange de Tao et de tantra, donc c'est deux formes de sexualité sacrée. Donc ça c'est dans les 8 portes. Les archétypes et du trauma à la joie, c'est de la résolution somatique des traumas. Certaines personnes considéraient que le tantra classique comprend une certaine forme de soin des traumas parce que dans le tantra classique, il y a l'idée que nous sommes tous sur Terre pour contribuer.
et que pour contribuer, le plus important, c'est d'être dans la joie, et que pour être dans la joie, il faut enlever ce qui nous empêche d'être dans la joie, et ça ressemble à du trauma. Sauf que la plupart de ce que vous voyez en tantra, c'est pas du tantra classique. Le tantra classique, c'est le tantra spirituel. C'est vraiment la partie spirituelle. La plupart de ce que vous voyez, c'est du néo-tantra. Et c'est du tantra appliqué à la sexualité. Et là, vous allez plutôt voir des pratiques et des techniques comme se regarder dans les yeux. Enfin, il va y avoir quelques pratiques comme ça qui sont du néo-tantra. C'est du tantra qui, issu du tantra ancestral, a été un peu modifié, élaboré dans l'ouest des États-Unis dans les années 60. Et donc, du coup, beaucoup de ce que vous voyez, stage de tantra, formation tantra, c'est du néo-tantra, c'est pas du tantra classique. Et donc, les 8 portes, c'est des pratiques de néo-tantra. Mais moi, j'ai une spiritualité qui ressemble beaucoup à du tantra classique. Cette croyance que nous sommes là pour contribuer, nous sommes là pour être dans la joie et qu'on est là pour enlever le trauma qui empêche. Par contre, le tantra ne vous apprend pas à enlever du trauma. Malheureusement, il y a beaucoup de formations en tantra qui ne sont pas trauma informées. Et donc, ce que j'ai, tout ce qui est du trauma à la joie et les archétypes, c'est de la coopération avec le corps, mais c'est pas du tantra. Si vous voulez aller chercher la source, en fait, c'est Peter Levine qui a commencé à parler de ça. C'est celui qui a créé Somatic Experiencing. Ce que je fais, c'est une variation de ça. Voilà, parce que j'ai été claire sur la lignée du truc. Tu devrais avoir une émission en prime time pour le grand public. Eh, si seulement. Écoute, moi je dis pas non. Univers, tu as entendu la prière d'Aurélie? Fais seulement. Il faut que je puisse filmer chez moi, par contre. Un jour, peut-être grave. J'ai beaucoup aimé cette question. C'est le BDSM, est-ce que c'est pas mauvais? C'est une excellente question. Le BDSM, est-ce que c'est pas mauvais? J'adore le BDSM parce que justement, c'est l'inverse de mauvais. En fait, le BDSM, c'est quoi? C'est bondage, sadomasochisme ou bien bondage, soumission, domination. Domination, soumission. Bondage, c'est quand on t'attache. Et donc, c'est un peu kink, c'est tout ce qui est un peu sexualité hors vanille, quoi. Et en fait, ce que j'adore dans le BDSM, dans le kink en général, le fait de sortir de la norme du côté vanille, et dans le BDSM, c'est que pour qu'il soit bien appliqué, il faut respecter les limites de façon exquise. Ok. Et donc le BDSM, souvent, vous allez voir sadomasochisme, c'est des gens, vous vous dites c'est 50 Shades of Grey, avec des menottes, il lui donne des fessées, il la punit, etc. Et en fait, la vérité, c'est que quand le BDSM est bien appliqué, l'idée, c'est de poser des limites et un cadre hyper sécurisant pour pouvoir aller explorer nos limites intérieures à nous. C'est qu'en fait, on va poser un cadre hyper sécurisant pour aller explorer des choses qu'on n'aurait pas exploré normalement. De la douleur, potentiellement, mais c'est pas obligatoire. Le fait d'être attaché, donc le fait de ne pas avoir de contrôle, le fait de contrôler l'autre, le fait de dominer, le fait d'être soumis, tout ça, on va l'explorer parce que c'est des choses qu'on n'explore pas forcément dans notre quotidien. Mais pour bien le faire, il faut avoir des limites hyper cadrées. Et en BDSM, en général, on va avoir ce qu'on appelle une scène. Donc, on va poser un cadre et au début de la scène, chaque personne va dire, OK, voici ce pourquoi je suis OK, voici ce pourquoi je suis pas OK, voici ce que je me dis ou je me dis peut-être. Et en fait, les deux personnes doivent être d'accord et le cadre doit être hyper bien posé pour qu'une fois que la scène commence, on puisse se sentir libre. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et donc non, c'est pas mauvais en soi et au contraire, ça nous permet d'aller explorer des choses en nous qu'on n'aurait pas explorées autrement, mais de le faire dans un cadre très sécurisé. Et donc on va négocier une scène avant de rentrer en scène. Et la plupart des relations sexuelles seraient beaucoup mieux s'il y avait ce cadre qui était posé avant. Donc en BDSM, quand c'est bien fait, il y a toujours un cadre. Par exemple, si tu veux pas de douleur, t'as pas de douleur, tu peux ne rien avoir de sexuel, tu fais vraiment ce que tu veux en fait. Et ça, c'est ce que j'aime bien. J'ai lu qu'on pouvait pratiquer du BDSM sans y mettre le cadre, le mot. Ça permet de détraumatiser la pratique. Ah, sans y mettre le mot. Oui, tu peux carrément pratiquer du BDSM sans dire que c'est du BDSM. Oui. Parce que tu dis que sans y mettre de cadre, alors que je viens de parler de cadre. Donc il faut un cadre, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est du BDSM. Tu peux juste dire que tu veux tester une scène, en fait. C'est ça, en fait. Tu veux tester quelque chose de différent. Tu vois, mais tu peux ne pas dire que c'est du BDSM. Tu peux complètement l'appeler comme tu veux. Par exemple, le sexe classique, c'est du sexe vanille. Si tu veux, tu appelles le BDSM du sexe chocolat ou du sexe pimenté, je sais pas. Voilà, c'est un jeu comme un autre exactement. Et c'est juste qu'on est d'accord sur les règles au début, on pose le cadre et on fait ce qu'on veut. Et l'idée, c'est toujours d'aller vers son plaisir. J'avais posé la question à quelqu'un qui pratique le BDSM depuis des années et je lui ai demandé est-ce que pour toi le BDSM peut être violent? Et il m'a dit si le BDSM est violent, c'est pas du BDSM, c'est de la violence. Il y a pas de violence dedans puisque tout le monde est consentant et s'il y a de la douleur, ça peut y arriver. On est consentant sur la douleur et sur le niveau de douleur aussi.
Et donc, du coup, s'il y a de la violence, c'est pas du BDSM, c'est autre chose. Et je sais qu'il y a des déviances, hein, je sais qu'il y a des gens sous couvert de BDSM qui dépassent des limites, en fait. Mais non, les limites sont hyper bien posées. Et voilà. C'était au moment où tu parlais tu sais, de soigner le trauma sans en parler, en fait. Du coup, tu ne vas pas du tout dans le passé avec la tête, étudier les liens familiaux, etc. Tu viens travailler sur ce qui est présent dans le corps, c'est ça. Tu dirais que c'est une démarche complémentaire avec celle d'un thérapeute. Ouais, en fait, j'ai pas besoin d'avoir de contexte pour soigner du trauma. C'est juste que des fois, on va trouver le contexte. Il va émerger de lui-même. J'avais demandé, est-ce que c'est familier? Est-ce que c'est, comme j'ai demandé tout à l'heure, qui parlait du porno et je me demandais si c'était familier, cette sensation d'être inutile. Je vais poser la question, est-ce que c'est familier? Mais par contre, je vais pas te demander de raconter ta vie, de raconter ton passé. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé pour soigner le trauma. On a juste besoin de sentir la sensation corporelle à cet instant-là, le cycle du stress qui veut se compléter, s'il y a une limite qui veut être réparée, s'il y a une part de toi qui a besoin d'être entendue, comprise, rassurée. Le trauma, c'est une peur de mourir emmagasinée dans le corps. Tout ce qu'on va faire, c'est enlever la peur et te rassurer. Je schématise, mais toutes les pratiques qu'on va faire, ça va permettre de libérer le trauma, de vraiment te dire, il est plus dans mon corps. Après, ce qui se passe, c'est que des fois, on se dit, en fait, peut-être que c'est lié à mon père ou à ma mère, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Très souvent, en plus, avec quelques mots, je sais tout ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de contexte pour comprendre et j'ai pas besoin de contexte pour soigner. Aussi, des fois, vous savez pas ce qui s'est passé. Vous avez pas le contexte, vous avez pas la compréhension. Et voilà. Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est complémentaire d'un thérapeute? Ça dépend. Si c'est que pour que le thérapeute te demande de raconter tous tes traumas familiaux, non, s'il te plaît, ne le fais pas. C'est pas la peine. Tu vois, si c'est pour décortiquer des choses du passé qui peuvent être retraumatisantes, non, on va pas chercher ça. Par contre, si c'est un thérapeute qui travaille, par exemple, avec l'ici et maintenant, qui t'aide à naviguer, là où je vois que c'est complémentaire avec un thérapeute, quand je vois avec mes clientes, c'est si tu veux mettre, par exemple, en place des techniques au quotidien. Tu vois, si tu veux avoir des repères, si tu veux te dire, OK, mon père fonctionne comme ça, ma mère fonctionne comme ça, j'aimerais trouver une façon. Un thérapeute va être plus dans des tactiques que moi, parce que moi, je vais profond dans le corps. Ça dépend beaucoup du thérapeute, hein. Il y a 10 millions de thérapeutes différents, mais ça va être plus dans des tactiques. Ça va être aussi si tu as juste envie de parler, tu vois, parce que moi, j'ai pas besoin de beaucoup de contexte, mais peut-être que toi, tu veux parler beaucoup, et donc du coup, peut-être que tu as besoin d'avoir un rendez-vous une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, où juste tu déposes ce qui est en train de se passer. Après, on le fait dans le groupe, hein, donc tu peux aussi déposer dans notre groupe, mais si tu as envie de juste déposer avec quelqu'un, juste partager, avoir un regard, un retour, ça peut être complémentaire. Pour beaucoup de mes clientes, elles ont arrêté leur thérapie, elles en font pas en plus, mais après j'en ai quelques-unes qui en font. J'en ai qui font des thérapies de couple et j'en ai qui font des thérapies pour autre chose. Par exemple, j'ai une cliente, elle a fait de l'EMDR parce qu'elle avait peur je sais plus ce que c'était, des araignées ou de quelque chose comme ça, tu vois, des choses comme ça. Et je lui ai dit, oui, en ce moment, je suis avec une asso, je participe à des groupes de parole, c'est vraiment chouette. Tu vois, ça peut être pour ça, pour déposer, pour partager. Mais par contre, pour le soin des traumas, c'est pas nécessaire d'avoir de la thérapie à côté. Je dirais que c'est pas la peine. Voilà. J'aurais plutôt dit, vu pour un soutien émotionnel. Mais après, vous êtes libre et vous êtes souveraine, donc en fait, vous faites ce que vous voulez. Je pense que ça va vous aider à identifier vos besoins et savoir de quoi vous avez précisément besoin. Et donc moi, quand j'ai fait une thérapie après ma rupture de ma relation émotionnellement abusive, ça m'a aidé à avoir des repères sur ce que c'est une bonne relation. En fait, j'en avais aucune idée, je savais pas. Et en fait, quand elle m'a parlé, je fais, ah, en fait, ma relation était nulle, en fait. J'étais pas au courant. Tu vois. Mais un programme comme le mien te fera réaliser ça aussi. Donc c'est vraiment à vous de décider. Mais vous savez que pour les traumas, ce sera pas nécessaire. Parce que les traumas, c'est vraiment spécifique, hein. Je pense que vous avez capté. C'est vraiment un pan spécifique de la santé physique et mentale, quoi. Donc ça, on fait. Ok, next. Tu dis que le corps est fait pour le plaisir, ok, je comprends, mais avec ma tête, comment faire pour que mon corps enregistre aussi cette information? Je n'ai pas compris comment libérer le trauma du corps, comment faire pour que le corps comprenne qu'il n'y a plus de menace. Oh my God, ça se voit que tu es beaucoup dans ta tête parce que tu as demandé comment au moins 4 fois. Désolée, je vais pas t'embêter. Je suis un peu embêtante. Ta tête n'a pas à comprendre comment. Il comprendra sûrement pas en fait. En fait, ce qui va se passer, moi je te dis que ton corps est fait pour le plaisir. Tu peux ne pas me croire sur parole parce que tu te dis oui, c'est bien mignon Olivia, mais je peux te dire que mon corps là, le plaisir n'est pas dedans. Mais c'est ce vers quoi on va aller, c'est que tu réalises qu'il est fait pour le plaisir. Par exemple, quelqu'un comme Caroline qui n'avait jamais eu d'orgasme, je lui ai dit son corps est fait pour le plaisir, elle peut me dire ouais mais t'es mignonne, mais j'ai toujours pas eu d'orgasme, donc comment je fais? Et en fait, il vaut mieux comprendre ça sur le fait que par défaut, le trauma n'existe pas dans le corps. Par défaut, ton corps, dans ton essence, il est fait pour la joie, pour profiter, pour le plaisir.
Et même de façon très basique et biologique et banale, il est fait pour le sexe et se reproduire. C'est vraiment l'une de ses fonctions fondatrices, en fait. Quand le corps est en bonne santé, il y a une des réactions saines du corps, c'est la procréation. Parenthèse fermée. Et donc, du coup, comme il est fait pour le plaisir, c'est une affirmation. En fait, le trauma qui vient, il vient par-dessus ce plaisir. C'est ça le truc. Et donc, faut comprendre qu'en fait, à la base, il y a le plaisir. Et par-dessus, il y a le trauma. On appelle ça des empreintes. Et que nous, tout ce qu'on fait, c'est enlever les empreintes traumatiques. Tu vois, donc on va enlever les empreintes traumatiques. Et donc, si tu enlèves les empreintes traumatiques, tu auras accès au plaisir. C'est ça. Comment on fait? Eh bien, on a un processus de résolution des traumas. L'un des exemples que j'ai donné, c'est compléter les cycles du stress. Tu vois, l'exemple de Jade que j'ai donné, c'était quand son mari s'approchait, elle avait les jambes qui tremblaient et ça arrêtait de trembler que quand elle quittait la pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son corps, il y a du trauma qui croit qu'il y a une menace qui est encore présente. Dans un processus de résolution traumatique, somatique, on va coopérer avec le corps. On va aller toujours dans le sens du corps. Comme ton corps est fait pour le plaisir, il est aussi fait pour se soigner. On va aller dans le sens du corps. Et dans son cas, elle s'est retrouvée à imaginer la menace qui est là et à donner des coups de pied à cette menace pour que cette menace s'en aille. Et donc son corps a eu une information que la menace n'est plus là. Elle a littéralement donné des coups de pied. Et comme je le disais, c'était l'agresseur de sa grand-mère. Et donc elle a donné des coups de pied. Bah, 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 ça y est, tu n'es plus dans ma vie. Et donc du coup, son corps s'est dit, ah, mais la menace n'est plus là. Et puis bam, le trauma est parti parce que le corps a eu l'information que la menace n'est plus là, le cycle du stress a été complété, et du coup, ses jambes ont arrêté de trembler, elle avait plus peur que son mari soit dans la pièce. C'est un résumé, hein, je veux dire, c'est un processus, la résolution des traumas. Il peut y avoir d'autres choses qui se passent, mais très souvent, ce qu'on va faire, c'est compléter des cycles du stress qui n'ont pas pu être complétés avant. Et voilà. J'espère que ça répond un peu au comment. Je sais pas si j'ai répondu à tous les comment, mais ça a dû répondre à quelques comment. J'ai 24 ans, j'ai du plaisir solo et avec mon copain, mais j'arrive jamais à l'orgasme toute seule parce que au bout d'un moment ça devient long et je reste dans la phase de plateau et je commence à avoir un peu mal parce que j'ai stimulé pendant plusieurs minutes. À deux, au bout d'un moment, lui il vient et moi j'ai pas envie qu'on se concentre sur moi, que ça prenne longtemps pour qu'au final je n'arrive pas à l'orgasme parce que mon copain sait que je l'ai pas eu avec lui, mais il ne sait pas que je ne l'ai jamais eu. Juste une fois avec mon ex il y a 4 ans, mais c'est tout. Ok, donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu te donnes du plaisir solo, tu n'arrives pas à l'orgasme parce que ça dure, ça dure, ça dure et ça marche pas. Et avec ton partenaire, ben, tu abandonnes parce que tu veux pas que ça dure trop longtemps. Ok. Moi, déjà, j'aurais regardé la technique. Déjà, ça se trouve, c'est ok que ça prenne du temps, hein, ça peut prendre du temps. Il y a plusieurs choses que je vais regarder. J'aurais regardé la technique parce que ça se trouve, ça suffit pas la stimulation clitoridienne. J'imagine que c'est ce que tu fais parce que c'est ce que la plupart des gens font. Donc peut-être que la stimulation clitoridienne, c'est pas assez. Et effectivement, si tu te stimules pendant 30 minutes sur ton clitoris, ça marche pas. Et donc du coup, il y a un truc de technique qui n'est peut-être pas bon. Et j'aurais regardé, c'est ce qu'on fait dans le module 1 des 8 portes et aussi dans mon massage de la vulve qu'on trouve sur mon site. En fait, déjà, apprendre à te donner du plaisir sans que ce soit directement la stimulation clitoridienne. Donc, première chose que j'aurais fait, c'est que j'aurais appris à réveiller mon corps de l'extérieur vers l'intérieur. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis. Vraiment réveiller le corps et que le corps, il est vraiment envie, que avant même que tu t'aies touché le clitoris ou une partie génitale, que ton corps ait envie de plaisir. C'est la première chose. J'aurais vraiment réveillé tout le corps. J'aurais arrêté de vouloir l'orgasme à tout prix. J'aurais vraiment réveillé tout le corps de A à Z. Voilà, vraiment réveiller tout le corps de A à Z. Et au moment de me donner du plaisir au niveau de la vulve, je me serais concentrée que sur le plaisir et pas sur arriver à l'orgasme. Donc pour moi, il y a un problème de technique. Parce qu'en fait, comme tu essaies d'arriver à l'orgasme, t'es pas en train d'explorer ce qui te fait plaisir. Et donc ça se trouve, ce qui pourrait fonctionner, c'est simulation alors là, je rentre dans les détails des 8 portes, hein, mais simulation clitoridienne plus point G. Ça peut être que c'est au niveau de ta lèvre en haut à gauche qu'il faut appuyer pour que tu aies un orgasme. Tu vois, et en fait, pour moi, il y a vraiment cette notion d'exploration de plaisir et de technique qu'il me faudrait déjà faire parce qu'en fait, je pense que tu supposes que tu fais ce qu'il faut pour avoir un orgasme alors que c'est pas sûr. Et pour savoir ce qu'il faut pour avoir un orgasme, il faut déjà voir ce qui te fait plaisir. Et donc moi, j'aurais lâché la quête de l'orgasme et j'aurais vraiment cherché les endroits qui me donnent du plaisir ou qui amplifient mon plaisir. Et donc si tu as mentionné que ça faisait un plateau, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque une stimulation, il manque quelque chose qui te ferait plaisir. Et donc j'aurais regardé ça. Ensuite, l'autre chose, c'est par rapport à ce que tu dis sur la durée. Donc je comprends que se masturber pendant très longtemps, c'est fatigant, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à ton partenaire, le fait que ça dure longtemps et t'en as marre et tout, ou que t'as peur qu'ils se disent qu'il dure longtemps, ça c'est un truc à soigner. Il faut que tu prennes le plaisir que tu as envie de prendre, même si ça prend 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, tant pis. Tant que lui, il veut pas arrêter, tu continues.
Parce qu'il faut te dire qu'il est capable de dire stop s'il en a marre. Ça se trouve, tu pourrais avoir un orgasme avec lui parce que lui, il va utiliser pas les mêmes techniques que toi. Et en gros, si toi, tu prends du plaisir et que toi, ça te fait du bien, la gestion du temps ne t'appartient pas. Et donc, pour moi, ça, ce serait un truc à soigner parce que cette idée que, oh mon Dieu, ça me prend trop de temps pour avoir un orgasme et tout, du coup, l'autre, ça le saoule, c'est pas ton problème. Tu peux lui dire, par contre, si ça te saoule et que c'est long, dis-moi. Voilà. Donc, c'est ce que j'aurais fait. J'ai cherché des groupes de femmes anorgasmiques pour me sentir moins seule, mais je n'ai rien trouvé. Dans le temple, tu trouveras des personnes qui sont anorgasmiques aussi et qui sont dans la même situation. Ça, c'est sûr, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui arrivent pour ça, pour des questions d'anorgasmie et regarder quoi libérer pour avoir des orgasmes. Ça ne créait pas une dépendance d'avoir un tel accès. Je pense que c'était un tel accès par rapport au temple, du coup, justement, et tous ces outils. C'est important pour moi d'avoir les outils et non une béquille. Alors, l'une de nos valeurs, c'est la souveraineté. Et c'est que tu es responsable, tu te gères. Rien ni personne à l'extérieur de toi n'a de pouvoir sur toi. C'est ça la phrase de la souveraineté. Et donc, du coup, le programme est conçu pour que tu sois souveraine et indépendante. Il est fait pour ton autonomie, c'est-à-dire qu'il est fait pour que tu aies les ressources dont tu as besoin, et il est fait pour que tu aies le soutien dont tu as besoin. Je vais te donner un exemple. Une des règles qu'on a, c'est que si tu viens poser une question, il faut que tu aies essayé quelque chose de ton côté. Tu vois? C'est pas oh mon Dieu, je suis en panique, et ça. Déjà, il y a des outils, regarde, et la plupart du temps, c'est pour ça que le groupe est de très bonne qualité. La plupart du temps, quand les gens posent des questions, elles ont déjà testé des choses. Ah, j'ai fait telle pratique, il s'est passé ça. Je suis curieuse de savoir comment je pourrais aller plus loin ou qu'est-ce que ça veut dire, etc. Tu vois. Et donc, c'est l'une de mes règles que pour poser une question, tu dois avoir fait le programme un peu, tu vois. Et je vais de toute façon te rediriger vers des ressources. Et donc, je pense pas qu'il fonctionne comme une béquille ou qu'il y ait de la dépendance, puisque tu es toujours amené à ton autonomie et le fait que tu as le pouvoir que ton corps sait. Et je te dirai tout le temps que tu sais mieux que quiconque ce qui est bon pour toi. Je te dirai tout le temps que ton corps sait ce qui est bon pour lui et tu auras toujours des options. Ce serait une béquille si moi ou quelqu'un du groupe savait mieux que toi ce qui était bon pour toi et que tu venais chercher ça. Moi, je sais pas ce qui est bon pour toi. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. C'est juste que tout est là et que je peux te diriger dans la bonne direction. Je sais pas si ça répond à la question. De toute façon, je te laisserai pas être dépendante, hein. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois que certaines de mes clientes, parce qu'elles sont un peu dans le désespoir et perdent leur souveraineté, et elles écrivent oh mon Dieu, rien n'est possible, enfin, la grande panique et tout. Je fais, hé, attention, ici tu es souveraine, tu sais ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? De quoi tu as besoin? De quoi ton corps a besoin? C'est toi qui sais. Et donc, ouais, je vous laisse pas être dépendante de moi, ni du programme. Ok, ça marche. Je suis contente. C'est une bonne question, j'y avais jamais pensé. Mais c'est pour ça. Mais c'est l'une de mes règles, ouais. On est des divas. On sait ce qui est bon pour nous. Et il y a aussi un truc qui est fondamental dans le soin des traumas, c'est que j'ai confiance en vous. J'ai confiance dans le fait que vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc, du coup, bah, dans ce cas, vous savez ce qui est bon pour vous, quoi. Donc, voilà. Peux-tu décrire brièvement la sexualité sacrée et aussi décrire la Kundalini? Alors, la sexualité sacrée, c'est quoi? Ça dépend, tu vas avoir plusieurs philosophies et tu vas avoir plusieurs personnes qui la vivent différemment. Mais par exemple, pour moi, la sexualité sacrée, c'est la réalisation que sexualité et spiritualité sont deux faces d'une même pièce. Je dis souvent, on va très haut dans le ciel et très profond dans la terre. Et pour moi, la sexualité sacrée, c'est une façon de vivre sa spiritualité de façon incarnée. Pourquoi? Parce que la sexualité, c'est un endroit avec beaucoup d'ombre, mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de puissance et il y a beaucoup de lumière, parce qu'on a toute notre énergie sexuelle qui est hyper puissante, tout ce qu'on peut créer avec la sexualité, le fait qu'on peut créer même la vie, tu vois, ça en fait quelque chose de très beau et de très sacré. Et pour moi, la façon dont je vois la sexualité sacrée, c'est le fait que euh, beaucoup de ce qu'on voit dans la sexualité aujourd'hui, c'est teinté d'ombre en fait, c'est teinté de quelque chose de très violent, de très négatif, des limites sont dépassées, c'est pas respecté, c'est pas honoré, tu vois. Et pour moi, une sexualité sacrée, c'est une sexualité où il y a du respect. Il y a de l'honneur, il y a de l'écoute, il y a une connexion à plus grand que nous, une connexion divine, mais il y a aussi une connexion à la première chose qui est notre corps en fait, notre corps qui lui-même est divin. Et je crois que c'est sur la page de vente, on est 100% divine, 100% humaine. Et pour moi, c'est ça la sexualité sacrée, c'est une sexualité qui nous connecte à
notre divinité, le fait que nous sommes importantes, que nous sommes précieuses, que nous méritons d'être respectées et honorées, qui nous éloigne de toute l'ombre de la sexualité. Première chose. Ensuite, la Kundalini, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle. Donc, la façon dont on la représente, c'est un serpent un peu qui passe de la base de la colonne vertébrale et qui remonte tout le long jusqu'à la base du crâne. Et en fait, ça encore, ça dépend de ouais, comment c'est perçu, de l'angle, etc. Mais la Kundalini, c'est l'énergie de vie. Et nous, comme on l'a travaillé dans le programme, on va je vois dans quel module c'est. En fait, on va l'amplifier à partir du bas du corps. On va faire monter, 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 monter. Ça va nous permettre de nous connecter à plus grand que nous, au divin, et à même capter des informations, voire envoyer des prières comme ça. Bref, je rentre un peu dans les détails. Mais voilà. Comment peut-on expliquer qu'on pleure pendant l'acte sans raison? Comment s'accepter et ne pas être dégoûté de soi, de son corps ou de l'acte en lui-même quand on se fait plaisir soi-même? Alors, c'est deux questions. Ouais, c'est deux questions. La première question, c'est tout à fait normal d'avoir des émotions fortes durant le sexe. Donc, si tu pleures, si tu ris, si tu vois, s'il se passe beaucoup de choses, c'est tout à fait normal. Donc, aucun souci. C'est un endroit où on relâche beaucoup de choses, donc c'est normal que des émotions qui veulent remonter remontent. Parfois, c'est même de la colère. C'est OK. C'est OK. Ensuite, c'est quoi la deuxième? La deuxième, c'est comment s'accepter et ne pas être dégoûté de soi, de son corps ou de l'acte en lui-même quand on se fait plaisir soi-même. Mais ça fait partie du processus dont je parlais, c'est-à-dire que quand on va se donner du plaisir, on va regarder ce qui remonte comme émotion et comme sensation. Et donc si c'est du dégoût qui remonte, on va faire le travail de transformer ce dégoût et de comprendre pourquoi il est là. Par exemple, qu'est-ce qui veut te dire ce dégoût? Pourquoi il te dégoûte? Et en fait, le travail qu'on va faire, ça va être de transformer ce dégoût-là. Et ça peut être par plein de façons. Peut-être que c'est à cause du trauma, peut-être que c'est à cause de projection familiale, peut-être que c'est à cause de la religion, peut-être que c'est à cause de plein de choses. Mais en fait, quand tu vas te donner du plaisir et que ce dégoût remonte, ça va faire partie du processus de comprendre en fait pourquoi il est là. Donc, encore une fois, comment? Ben, en rejoignant le programme et en allant regardant comme quoi, je sais pas. J'ai envie de te dire, ça dépend de plein de situations. C'est plus une quête de savoir qu'est-ce que ce dégoût veut nous dire. C'est la meilleure façon dont je pourrais résumer ce comment. On va investiguer en fait à chaque fois cette sensation corporelle, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, si je lui donne plus de place, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, etc. Mais pour ça, on a plein de pratiques, du coup. Mm. Est-ce obligatoire de passer par les pratiques solo pour arriver à une sexualité saine et épanouie? Opposé à que des Hmm. pratiques à deux, j'imagine. Selon moi, oui, hein. Parce que pour moi, tu n'auras jamais accès à tout ton potentiel sexuel si tu fais que du sexe avec des gens. Parce que l'un des effets les plus puissants du sexe solo, c'est que tu deviens hyper puissant dans ton corps. C'est surtout ça, en fait. C'est que tu as tout le temps accès à toi, tu as tout le temps accès à ton plaisir, tu as tout le temps accès à ton soin, tu ne dépends pas d'un partenaire ou d'une partenaire pour ton plaisir. Et en fait, ça développe une telle puissance, rien que ça soigne, en fait. Et donc, si tu vas avoir une sexualité saine et épanouie, tu pourras l'avoir si t'es un super partenaire, vous avez du sexe à deux et tout. Mais si tu as du sexe solo en plus, bah, elle sera encore plus saine et épanouie. Donc, pourquoi s'en priver? Après, j'entends que c'est pas forcément évident de se mettre au sexe solo, et c'est pour ça que je dis qu'avec mes clientes, on commence toujours par, si c'est trop difficile, par des pratiques non sexuelles de plaisir. Mais en fait, il faut voir le sexe solo comme le fait de te faire passer en premier, de te faire passer en priorité, de te dire je compte. Quand tu fais du sexe à deux, tu es plus sur la connexion. À part si tu arrives à être quelqu'un qui reçoit à 100% pendant le sexe à deux, c'est-à-dire que tu es là et tu demandes à ton partenaire de te faire plaisir comme tu as envie, ce qui est le cas de peu de personnes, pour être honnête. La plupart du temps, on va quand même être dans l'échange. Pour moi, le plaisir solo, c'est la voie pour prendre soin de toi en premier, être un peu égoïste, vraiment t'écouter et aussi être ta meilleure amoureuse, quoi. Pour moi, ça débloque des trucs de ouf que tu peux pas forcément débloquer à deux, parce qu'à deux, tu composes avec quand même les besoins de l'autre personne. Donc, est-ce que tu peux avoir une sexualité épanouie si tu fais jamais de sexe solo? J'imagine que oui, mais pour moi, le fait même de ne jamais faire de sexe solo, c'est une question. Tu vois, pourquoi pas? Tu vois, qu'est-ce qui t'empêche en fait? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a le fait que tu te dis que c'est mal? Rien que ça, c'est intéressant. Et rien que ça, si tu le débloques, ça va débloquer autre chose. Voilà. Alors, lorsque l'on a subi des pressions religieuses, est-ce que cela a créé beaucoup de blocages? J'ai vu la question et je pense que c'est est-ce que ces blocages peuvent venir, peuvent être du trauma, quelque chose comme ça? Qu'on C'est a eu ça, de la pression religieuse? je pense. Oui, le trauma religieux, ça existe, hein, carrément.
Carrément. Et en sexualité, la religion, je dirais pas que ça revient tout le temps, mais ça revient assez souvent, que à cause de la religion, on va pas explorer sa sexualité autant qu'on voudrait. Et parce que c'est vu comme étant mal, parce qu'on a la peur d'être rejeté. Je le vois, par exemple, pour le sexe solo, très souvent à cause de la religion, on se dit que c'est mal, que c'est sale. Pareil pour l'orientation sexuelle, pareil pour le fait de juste prendre du plaisir à être libéré dans sa sexualité. Donc oui, il peut y avoir du trauma religieux qu'on va soigner également, et ce trauma religieux peut affecter ta sexualité, carrément. Ok. Des douleurs et autres désordres liés à l'endométriose me bloquent pour une sexualité épanouie. Comment se défaire de Mhm. cette sensation de ne pas être à la hauteur, d'être cassé? Oui, en fait, quand tu as des maladies chroniques, comme l'endométriose par exemple, on va prendre les choses encore différemment. C'est-à-dire que il y a des choses que le soin des traumas va pas forcément réussir à soigner. Si tu as de l'endométriose et que ça te crée des douleurs, par exemple, pendant les règles, je vais pas te dire que soigner tes traumas va libérer les choses, je n'en sais rien. Par contre, il peut y avoir beaucoup d'apaisement qui peut venir, et cet apaisement peut avoir une répercussion sur le corps. Je t'explique. Même si on va pas enlever toutes les douleurs liées à l'endométriose même, on peut enlever plusieurs choses. On peut enlever cette sensation d'être cassé. Ça peut être du trauma. Certaines douleurs qui viennent en plus, elles peuvent être libérées avec le soin des traumas. Parce qu'en fait, souvent, le corps, quand il se sent menacé par des choses, il va se contracter. Et donc, tu peux enlever certaines douleurs. Tu peux être plus légère hors de tes douleurs. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire, en fait, qui font que même si par un moment tu as de la douleur, en fait, tu vas aborder la douleur différemment. Et comme faisant pas partie de ton identité, mais comme étant quelque chose à naviguer et à appréhender. Et comme tu vas aussi apprendre beaucoup à coopérer avec ton corps et aller dans le sens de ton corps, tu peux arriver à un endroit où tu es vachement plus apaisé. Et pour moi, le fait de me dire je suis cassée parce que j'ai de l'endométriose, c'est une association en fait que ton cerveau fait, mais que ton corps n'est, enfin, tu vois, qui est pas vrai. On peut avoir des maladies chroniques, on peut ne pas comprendre d'où elles viennent, mais ça n'empêche pas que notre corps, il a une certaine comment on peut dire ça? Une certaine intelligence quand même à naviguer avec et naviguer autour. Et donc, tu vois, tu peux quand même coopérer avec ton corps, même si tu as de la maladie, et faire en sorte que les choses se passent quand même mieux. Mais en tout cas, je peux pas te dire que soigner tes traumas, ça va soigner ton endométriose. Je n'ai pas les stats qui disent ça. Mais en tout cas, ça peut t'apporter énormément d'apaisement au niveau mental, au niveau corporel, au niveau de ton plaisir. Comment obtenir un orgasme vaginal sans stimulation du clitoris? Je n'ai que des orgasmes quand le clitoris est touché. Ça, c'est le cas de 75 ou 80% des personnes. Déjà, pourquoi tu voudrais ne pas toucher ton clitoris si ça te donne du plaisir? C'est la première chose, parce que des fois, il faut faire attention à pas faire les choses par performance, en se disant, je serai plus forte en sexe si j'ai des orgasmes que vaginaux sans toucher le clitoris. C'est la première chose. Pourquoi tu voudrais pas toucher ton clitoris si t'amène du plaisir? Parce que le clitoris, c'est l'orgasme qui te donne le plaisir de la façon la plus fiable, tu vois. Et donc, du coup, si ça t'apporte du plaisir de la façon la plus fiable, pourquoi s'en priver? Ensuite, ce que tu peux faire, tu as plein de manières d'avoir d'autres orgasmes. Stimulation du point G, qui est à 1,5 cm, une phalange et demie, voilà. Parce que du coup, avec certaines positions, je n'ai pas d'orgasme. Tu peux toucher ton clitoris pendant la pénétration, par exemple. Ça peut fonctionner, hein. Il n'y a rien qui empêche de toucher son clitoris pendant qu'on a une pénétration, tu vois. Si c'est ça qui te permet d'avoir un orgasme, pourquoi pas? Mais en tout cas, stimulation du point G. En plus du clitoris aussi, c'est beaucoup plus puissant. Orgasme cervical, ça va être un orgasme qui est plus profond. Ça demande un peu de préparation. Il faut que ton cervix soit bien détendu et voilà. Bon bref, dans le programme, on a toute une partie sur le cervix, mais tu peux avoir un orgasme cervical, tu peux avoir un orgasme anal. Tu as d'autres points dans le vagin, tu as le point A. Mais après, le vagin, c'est pas un endroit très fiable pour le plaisir parce que le vagin, l'intérieur du vagin, c'est aussi sensible que le dos d'une main. En fait, le vagin, c'est pas fait pour donner du plaisir parce que comme le canal vaginal, c'est fait pour accoucher, il n'y a pas beaucoup de terminaisons nerveuses dedans parce que sinon l'accouchement serait encore plus douloureux. Et donc, du coup, tu vas avoir des points dans le vagin qui donnent du plaisir, mais ils sont très souvent connectés au clitoris. Par exemple, le point G, il est connecté au clitoris. Tu vois? Et après, tu as l'orgasme cervical aussi. Voilà ce que j'aurais dit. Tu peux aussi faire en sorte de stimuler en interne ton clitoris. En interne, c'est-à-dire, genre, comment je peux expliquer ça? À l'entrée du vagin, masser autour de l'entrée du vagin. Comme ton clitoris, il enrobe un peu ton vagin comme ça. Bref, il y a plein de façons. Il y a plein de façons. Mais tu peux aussi tout simplement toucher ton clitoris pendant une pénétration. Voilà. Ou bien avoir ton orgasme avant ou après la pénétration. C'est pas obligé qu'une position te donne un orgasme.
L'orgasme cervical, donc le cervix, c'est c'est le col de l'utérus et c'est au fond du vagin. Et donc du coup, c'est quand tu vas au fond du vagin, tu peux avoir un orgasme cervical. Mais il faut qu'il soit bien préparé parce que sinon ça peut être douloureux. Et donc par exemple, si tu as un gode, tu peux le masser, le fond, pour que ce soit bien détendu et libéré. Ça, on le voit, c'est l'une des portes du programme en fait. C'est un orgasme qui est très 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 puissant. Mais ça peut prendre un peu de temps d'y arriver, il faut être bien préparé. Voilà. D'autres questions? J'ai rencontré un homme assez... J'aime beaucoup la question. J'ai rencontré un homme assez correct. Ça m'a fait rire le assez correct. Après des années de célibat. Le souci, c'est que j'ai découvert qu'il avait un petit pénis et qu'il n'avait pas d'érection. Comment passer outre? Pourquoi tu passerais outre? C'est bizarre. Déjà, il est assez correct, donc bon. Mais la première question, c'est pourquoi tu passerais outre? Tu as le droit de vouloir être avec un homme qui a un pénis d'une certaine taille et qui a des érections. Enfin, je veux dire, on va commencer par là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, tu n'es pas obligé à part si c'est l'homme de ta vie et tu veux te marier et voilà, tu veux pas passer à côté de cette relation et voilà, il y a rien qui t'oblige de passer outre. Répète-moi la question. C'était quoi le début? Un homme assez correct? Oui, en vrai, c'est vraiment la partie qui me fait vraiment rire. C'est j'ai rencontré un homme assez correct après des années de célibat. Le souci, c'est que j'ai découvert qu'il avait un petit pénis et qu'il n'avait pas d'érection. Comment Moi, je passer? vais te dire déjà, est-ce qu'on peut avoir un homme plus que assez correct? On Oui, va grave. commencer par là. Donc voilà, déjà tu m'as dit, si tu me dis, même si c'est après des années de célibat, j'entends hein, que ça fait longtemps, mais justement, ça fait des années de célibat, tu vas pas te contenter de mec assez correct, tant qu'à faire, hein. Et ensuite, s'il a un petit pénis et qu'il a pas d'érection, déjà s'il a un problème d'érection, il faut qu'il aille voir pourquoi, s'il a envie d'en avoir. Et deux, t'es pas obligé d'accepter un pénis qui ne te convient pas. Enfin, je veux dire, c'est tout. Il y a des personnes que ça dérange pas, hein. Et toi, si ça te dérange, ben voilà. Je sais pas, et je comprends pas pourquoi tu devrais passer outre, en fait. C'est ça ma question. C'est une question de désir avant tout, c'est une question de si tu veux faire l'amour avec la personne ou pas, tu vois. C'est comme si il y avait un gars, il kiffe les gros seins. Et il dit, ah, mais j'ai rencontré une meuf assez correcte, mais elle a des petits seins, comment je passe outre? Ben, je sais pas. C'est bizarre, enfin, ça veut dire que tu n'acceptes pas cette personne en fait. Parce que passer outre quelque chose, ça veut dire que ça te convient pas. Pourquoi tu l'accepterais si ça te convient pas? Ça aurait pas été la même question. Je vais vous dire. Si tu voulais vraiment rester avec cette personne et que ça t'intéressait, tu aurais dit, j'ai rencontré une personne géniale, par contre, il a un petit pénis et il a pas d'érection. Comment on peut avoir une belle sexualité? C'est pas la même question que comment passer outre. Vous captez ou pas? Dans un cas, je t'aurais donné des conseils pour avoir une belle sexualité avec quelqu'un qui a un petit pénis et qui a pas d'érection. Il n'y a aucun problème. Il y a plein de solutions. Il y a le fait que, un, il peut consulter s'il a envie, hein, il n'est pas obligé. Deux, est-ce qu'il est fort avec ses doigts et avec sa langue? Trois, et sex toys. On peut vraiment s'amuser beaucoup. Enfin, voilà, on n'a pas besoin d'un pénis pour avoir du plaisir. Tu vois, c'est pas, au contraire, c'est très optionnel. Par contre, en même temps, il y a des personnes qui aiment bien avoir un pénis d'une certaine taille, avec une certaine érection, tu as le droit, en fait. Et donc, si ta question c'était comment je peux avoir une belle sexualité avec cette personne que j'ai rencontrée et qui est plus que correcte, pas de souci. Tu peux, bien sûr, vous avez plein de manières de vous éclater. Au contraire, soyez créatifs, éclatez-vous. Par contre, si tu veux passer outre, arrête, c'est pas cool. C'est pas cool pour toi et c'est pas cool pour lui parce que t'es pas en train de l'accepter. Tu vois, t'imagines, moi j'ai des petits seins et un gars dit ouais, j'ai rencontré une meuf assez correcte, mais elle a des petits seins, comment je passe outre? Non, tu vois, c'est pas ok, c'est pas ok. Donc non, on passe pas outre, on change de gars. C'est ça ma réponse. On essaie d'avoir un gars qui est plus que assez correct. Sarvandi, il peut y avoir des inquiétudes quant à la qualité de la sexualité avec un homme qui a un petit pénis et qui a des difficultés d'érection. Si la relation est bonne, il y a plein de solutions possibles. C'est ça, exactement. Mais en fait, je pense que c'est le assez correct qui a tout cassé, tu vois. Si t'avais dit autre chose que assez correct, on t'aurait donné une autre réponse, tu vois. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu te demandes comment avoir une belle sexualité avec lui, il y a plein de solutions, mais vraiment, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Franchement. Mais par contre, si c'est pas une relation qui te fait kiffer plus que ça, voilà quoi. C'est tout, hein. D'autres J'avoue. questions? Yes, alors je me connais tellement et je parviens tellement bien à me faire jouir toute seule que j'ai du mal à jouir avec mon partenaire, alors qu'il est formidable et très attentif à mon plaisir. Comment faire? Ha ha ha. Je vais dire un truc qui va pas te plaire. Et c'est que peut-être que tu te connais pas encore assez. Eh bien oui, en fait, quand tu dis je me connais tellement et je sais comment me faire plaisir, c'est sûrement que tu as une, deux ou trois avenues de plaisir, ou tu sais comment faire, mais il y a peut-être à étendre cette carte du plaisir. Tu vois, et le truc, c'est que très souvent, quand je vois ça, le fait que quelqu'un ait du mal
à avoir autant de plaisir avec son partenaire, c'est parce que ton partenaire va toucher à des endroits qui sont pas forcément ceux que toi tu vas toucher, dans le sens où il va aborder la sexualité différemment que toi en solo. Et ça peut apporter un élément de surprise, de différenciation, enfin c'est différent en fait. Et comme toi, tu as tes avenues 1, 2, 3 que tu connais très très bien et tu te fais du super plaisir avec, tu n'as pas encore ouvert toutes les avenues pour avoir du plaisir avec lui. Et donc moi, ce que j'aurais fait, c'est encore plus diversifier ta pratique de sexe solo pour voir s'il n'y a pas d'autres façons de te donner du plaisir que celles que tu connais. Et avec lui, ou être ouverte à la surprise parce que c'est possible qu'il y ait un peu de contrôle là-dedans. Tu vois, je sais pas trop, mais je pense que c'est possible qu'il y ait un peu de contrôle là-dedans. Parce que par exemple, moi, si je me dis, OK, il y a une façon dont j'ai à me faire un orgasme et c'est toujours comme ça et c'est trop bien, peut-être il y a deux, trois façons, et du coup, je prends pas de plaisir avec mon partenaire, c'est parce que ma façon de vivre ma sexualité, elle est peut-être trop limitée en fait. Tu vois? Ça peut paraître paradoxal, mais si ton corps avait plein de place pour s'exprimer, il y aurait moins ça. On dit, OK, merci, tu as raison, il y a du contrôle. Je pense qu'il y a souvent un peu de contrôle. De toute façon, en général, quand vous arrivez à faire un truc solo, mais qu'avec votre partenaire, ça coince, c'est parce que des fois, c'est difficile de le laisser vous surprendre ou faire des choses que vous auriez pas fait vous. Et donc, alors que cette surprise peut vous emmener à un endroit que vous auriez pas anticipé, qui peut donner beaucoup de plaisir aussi. Voilà. Donc, on lâche, on laisse, on laisse. On fait confiance à notre corps et on va toujours dans le sens du plaisir. OK, yes. Et pour lâcher, et confiance. Parce que essayer de lâcher, c'est très compliqué. Ce que tu peux essayer de faire, c'est d'avoir confiance. Et confiance en lui, et confiance en ton corps, et confiance en ton intuition, et confiance. Le contraire du contrôle, c'est la confiance. D'accord? Et donc, du coup, et confiance. OK. Mathilda? Yes, la dernière question. On dit que le fait de se donner du plaisir solo, cela laisse entrer les entités en soi, qui veut dire que cela nourrit le bas astral. As-tu déjà entendu cela et qu'en penses-tu, Livia? Je crois que j'ai déjà entendu cela et pour moi, je ne vois... Pour moi, je vais te dire ce que j'en pense. Je pense que c'est encore un autre bullshit patriarcal qui a été inventé pour nous empêcher de se donner du plaisir. Voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y a rien qui justifie ça de façon anatomique. Il n'y a rien qui le justifierait de façon énergétique, ni spirituelle. Enfin, en tout cas, dans la spiritualité dans laquelle je crois. Le sexe est fait pour le plaisir. Pourquoi, quand tu te donnes du plaisir à toi, ce serait mal, mais quand tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre, ce serait pas mal? Et pourquoi les gens n'ont pas autant d'énergie à inventer des trucs pareils pour le viol, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a tellement de trucs pires qui se passent dans la sexualité que se donner du plaisir. Et donc, du coup, moi, j'y crois pas. Je crois pas en ça parce que pour moi, c'est pas logique. J'ai pas de trouver de logique à ça. Tu vois? Donc, bof. Franchement, ça, j'y crois pas. Et l'autre chose aussi en laquelle je crois très fortement, c'est que nos corps sont conçus pour le plaisir parce que Dieu a conçu nos corps. Et que si Dieu nous a donné un clitoris, deux mains, enfin voilà, c'est qu'on pouvait se donner du plaisir. C'est tout simple. Sinon, il n'aurait pas rendu tout ça si accessible, tu vois. C'est facile, hein. C'est pas compliqué en plus de se donner du plaisir, donc non, j'y crois pas. Je vous fais un bisou. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.